Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Lundi 28 novembre 2022, merci d'être toujours au rendez-vous du journal de la RPA. Bonsoir, le sommaire d'abord. Congrès extraordinaire du parti CNDD-FDD prévu dans 2 mois, contrairement aux informations qui affirmaient que le Congrès visait la destitution du secrétaire général actuel de ce parti. L'objectif serait le remplacement de son adjoint parti pour le Parlement de l'UAC. Les premiers jours de la vente des récoltes de maïs par l'Anaguesa à Rutana, la population dénonce le 2 poids, 2 mesures. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur la énième crise du carburant en cours au Burundi et les conséquences déjà signalées. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Page sécurité pour commencer. Offensive samedi 26 novembre des armées congolaises et burundaises contre les combattants du FNL du général Nzabamema. Les combats ont eu lieu dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, au sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Selon la radio Okapi, dans son article publié le 27 novembre, le porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2 au sud Kivu, le lieutenant Marc Elongo Kiondoa, a indiqué qu'au moins 40 combattants FNL ont été neutralisés lors de cette attaque. Toujours selon la radio Okapi, Marc Elongo a également fait savoir que les combattants FNL ont été délogés de leur base et se trouvent depuis en cavale. Le mouvement FNL reconnaît avoir été attaqué par ses armées, mais indique plutôt avoir infligé plusieurs pertes à la coalition FARDC-FDNB. Isdor Nibizi, président du FNL, donne le bilan des pertes que, affirme-t-il, son mouvement a infligé aux forces ennemies. Il cite ici les noms de quelques militaires burundais tués. Suivez Isidore Nibizi. Les affrontements ont commencé le 20 septembre de cette année dans les localités de Naombe et Bishaka. Ce jour, du côté de l'ennemi, c'est-à-dire FARDC, FDN, Mbonerakoure, nous avons compté plus de 20 tués. Nous avons saisi des armes, 3 Tokarev, 2 RPG 7 et puis 15 Kalachnikov. Le 31 octobre, il y a eu encore des affrontements. FNL a tué une quinzaine de FARDC et FDN ensemble. Les armes que nous avons saisies, un Tokarev, 7 Kalachnikov, une lance-grenade et ces 32 bombes et une radio Motorola. En date du 25 et du 26, il y a eu un combat très acharné qui a duré 2 jours et l'ennemi a enregistré de grandes pertes humaines et matérielles. Si je prends globalement le bilan de ces 2 jours, donc plus de 55 militaires tués ensemble burundais et FARDC, dont un commandant FARDC Dino Kimba Hassan Jackson, qui vérifie d'aller les troupes s'ils sont encore là. Ils n'ont pas pu évacuer cette personne. Il y a un major burundais, dont nom Nintunze, et puis il y a 2 militaires deuxième classe, peut-être ils étaient gardes de corps de major Nintunze, il s'appelle Dakarutimana Isaïe, numéro matricule 82 87 2. Deuxième classe, Zoïsava Augustin, numéro matricule 88 67 6. L'ennemi, il n'a pas pu évacuer ces 4 cadavres quand il a pris fuite. Les armes saisies au cours de ces 2 jours, 3 Tokarev, 3 RPDG 7, 20 Kalachnikov, radio Motorola et 6 bombes de RPDG 7. Et tant qu'on parle de la RDC, il se tient ce 28 novembre 2022 à Nairobi, au Kenya, la 3e session de dialogue intercongolais sur le rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'est de ce pays. Le processus de Nairobi, dirigé par l'UAC, dans son discours, le président Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'UAC, a invité les Congolais à mener un dialogue inclusif et franc pour pouvoir réussir à rétablir définitivement la paix dans leur pays. Suivez Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, également président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est.
Travaillez en ayant à l'esprit que personne d'autre ne viendra bâtir la paix chez vous en RDC. Travaillez sachant que le même Satan qui vous incite à vous entre-déchirer, au lieu de gérer ensemble son beau gâteau que le bon Dieu vous a offert comme des frères, ne se réservera pas à vous apporter des ennuis en vous amenant des rapaces qui ne viendront que pour vous piller. Je vais vous donner une anecdote. Imaginez-vous deux enfants qui échouent à se partager une orange. Quand ils échouent, ils appellent quelqu'un d'autre. Mais lui aussi qui voudrait en prendre une partie. Vous le demandez de partager cette orange. Et vous ne voulez pas qu'il la mange. Ce qu'il va faire, en cherchant à partager, il va presser jusqu'à ce que le jus tombe sur terre et vous allez avoir une orange, sans jus. C'est pour cela que je voudrais vous conseiller, vous-même les Congolais, de chercher des solutions d'ensemble pour votre nation. Et ne laissez pas derrière personne. Parce que si vous le laissez, c'est lui-même qui vous sera une épine dans l'avenir. C'est pour cela que c'est mieux de parler franchement de votre problème et de le résoudre entre vous-mêmes. Je vous demande d'aborder les délibérations avec un esprit ouvert, de tirer les leçons des initiatives similaires dans des nations qui ont connu des conflits identiques aux vôtres et travailler avec un désir de transmettre un héritage de paix à la prochaine génération. En tant que région, nous sommes prêts à fournir tout le soutien nécessaire pour rétablir la paix et la sécurité en RDC. C'était le président Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'UAC et président de la République du Burundi. Retour au pays pour parler toujours sécurité. La rédaction de la RPA a pu répertorier la semaine dernière 4 personnes tuées dans 4 différentes provinces. 3 de ces victimes ont été exécutées par des Imbonerakure et la 4e tuée par des militaires. Les détails avec Elvis Nyumongele. Anzeyo Minomedeo Bibonimana tiwe akudo gurude par les Imbonerakure la Kone Rubuka, zone Kiyenzi, commune Kanyosha, Adura province Bujumbura, samedi dernier. Ces Imbonerakure l'ont arrêté lorsqu'ils venaient de l'église. Le motif de cet assassinat reste inconnu. En province Kirundo, un certain Nyandwi surnommé Kambayingwe a été fusillé par des militaires dans la localité appelée Muyanza, en commune Busoni, samedi dernier. La victime transportait du charbon Silvero. Nyandwi était originaire de la commune Kinyinya, zone Gikuyo, de la commune et province Kirundo. Le mardi dernier, une femme Dino d'Orestine Misago, surnommée Faïda, a été tuée par son époux Dino Dokabushemeye, le chef des Imbonerakure sur la colline Mutambara. On ignore jusqu'à date le mobile de cet assassinat. L'auteur a été arrêté par la police à Rumonge. La 4e personne assassinée est répertoriée par la RPA, étant ressortissant de la province Karuzi. Il est prénommé Prosper. Il a été poignardé à coups de couteau par un Imbonerakure du prénommé Ernest, sur la commune Kiyangi en commune Chombo. La victime venait de réclamer ses 2000 francs chez cet Ernest. Selon nos sources à Chombo, ce n'était pas la première fois qu'Ernest commettait un tel crime. Page politique à présent, je vous l'avais dit au début, un congrès extraordinaire du parti CNDD-FDD est prévu en date du 29 janvier 2023. L'information a été confirmée par une source très proche de ce parti au pouvoir qui affirme que l'ordre du jour sera essentiellement le remplacement du secrétaire général adjoint du parti CNDD-FDD, Josiane Mouzanelza, pour plus de détails. Depuis quelques jours, des bruits courent sur un probable congrès du parti CNDD-FDD qui serait en cours de préparation, lequel congrès aurait pour objectif le changement des organes dirigeants. Ces bruits de couloir ont commencé à circuler depuis la destitution du Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni et celle d'autres dignitaires suite à un malaise qui serait au sein de ce parti de l'Aigle. Des sources dignes de foi et qui se sont confiées à la RPA confirment la préparation de ce congrès qui se tiendrait en date du 29 janvier 2023. Toutefois, les mêmes informations indiquent qu'aucun remaniement des organes à la tête
de ce parti n'est prévu à l'ordre du jour du dit congrès. Au contraire, nos sources proches du parti de l'Aigle précisent que le point au programme de cette réunion serait essentiellement la substitution du secrétaire général adjoint du CNDD-FDD, Joseph Nakarutimana, élu le 14 septembre dernier député à l'Assemblée législative de la communauté est-africaine et à la en sigle. De plus, les informations à la disposition de la RPA font également savoir que les Bagumyabanga du CNDD-FDD auraient également l'intention de retoucher certains textes régissant leur parti au cours de ce congrès extraordinaire. Ainsi donc, ces informations démentent les rumeurs faisant état ces derniers jours d'un antagonisme entre le chef de l'État Évariste Ndayishimiye et le secrétaire général du CNDD-FDD Révérien Dikuliyo, une rivalité à l'origine de laquelle Évariste Ndayishimiye appellerait de tous ses vœux la destitution du patron de son parti d'appartenance. Par ailleurs, ces informations concluent en soulignant que Révérien Dikuliyo pourra plutôt conserver cette position et qu'il aurait même de bonnes cartes dans la partie. Et il est inconcevable de constater la collecte d'argent soi-disant pour étayer les œuvres des militaires burundais présents sur le sol congolais, déplore Léonce Ngendakumana, le vice-président du parti Sawanya Frodebu. Selon ce politicien, il s'agit d'un vol organisé envers la population, soutenu et cautionné par le gouvernement en faveur de la milice Imbonerakure. Suivez à ce propos Léonce Ngendakumana, le vice-président du parti Sawanya Frodebu. Ce comportement de contribution forcée pour une population qui se trouve dans des conditions de vie extrêmement difficiles, dans la pauvreté, la misère et le chômage, est devenu une habitude pour le parti CNDD-FDD. Nous l'avons vu à travers tout le pays, à un certain moment, à une certaine époque. Cet argent qui serait en train d'être collecté en province de Bubanza, particulièrement en la commune de Gihanga, si ça se trouve dans cette région, ça veut dire que même à Chibitoke, si on cherchait, on trouverait également d'autres pratiques. Je ne crois pas que cet argent soit collecté pour aller appuyer le peuple zaïwa en situation d'insécurité à l'est du Congo. Je ne crois pas, pour les raisons ci-après. La première raison, le gouvernement du Burundi n'a pas encore annoncé publiquement et officiellement qu'il y aurait une guerre dans ce pays, qu'il y aurait un pays ou un groupe de gens qui seraient prêts à attaquer le Burundi. Jamais on a reçu cette information. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les militaires qui sont partis en RDC s'y sont rendus soit dans le cadre de la coopération bilatérale entre le gouvernement du Burundi et le gouvernement congolais, sur demande, certainement, sur demande du gouvernement congolais. Ça signifie dans ce cas que c'est le gouvernement congolais qui doit supporter ces militaires. Nous ne pouvons pas quand même contribuer à leur donner des militaires et être forcés à donner des cotisations pour aller appuyer les Congolais qui ont d'ailleurs un sous-sol très riche par rapport au nôtre. Ce serait incroyable, inimaginable. Deux, il y en a qui sont partis dans le cadre de l'East African Community et c'est cette même communauté qui doit les supporter. C'est pas le peuple burundais qui doit les supporter, c'est cette même communauté qui doit les supporter. Elle peut demander des contributions à l'Union africaine, aux Nations unies. Ils ont des budgets prévus pour ça. Ils peuvent même demander assistance de l'Union européenne. L'Union européenne le fait, je sais. Ils ont des budgets pour la prévention et la gestion des conflits et des guerres. Il n'appartient donc pas au peuple burundais de s'occuper en 8 de souffrir pour aider le peuple congolais. L'appui que le Burundi a déjà donné est suffisant. Il ne faudra pas trop demander. S'il était établi que le peuple burundais doit donner des contributions pour cette activité, il faudra que le chef de l'État et son gouvernement l'annonce officiellement et publiquement pour que le peuple burundais en soit au courant. Ça veut dire qu'il faut élaborer un programme, l'analyser en Conseil des ministres, l'adopter, le transmettre au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui sont les véritables défenseurs des intérêts de la population, qui sont censés représenter, défendre les intérêts de la population. Sinon, aujourd'hui, je considère ces gens-là qui sont en train de ramasser ces cotisations forcées, que c'est pour leur intérêt personnel, qui veulent s'enrichir immédiatement sur le dos du peuple burundais, ce qui serait quand même incompréhensible, même inacceptable. Je vous l'avais dit également dans les titres, la vente de la production du maïs stocké à la Naguessa qui a démarré ce lundi a été caractérisée par des lacunes en communes et provinces Lutana. Certains habitants de la localité signalent entre autres lacunes du 2 poids 2 mesures qui s'est remarqué dans le déroulement de cette activité. Éloge divin Remesha.
Des gens qui sont bousculés pour pouvoir obtenir des grains de maïs secs à acheter. Telle est la scène qui se manifestait ce matin au chef-lieu de la commune de Rutana au moment du démarrage de la campagne de vente du stock de maïs de la Naguessa, indiquent nos sources. Peu d'habitants ont pu obtenir des grains de maïs suite aux 2 poids 2 mesures qui caractérisaient la distribution, témoigne cet habitant. Moi, par exemple, j'étais sur place depuis 8 heures et je suis rentré bredouille à 14 heures, sans même 1 kilogramme. Seules les personnalités connues et les policiers ont pu obtenir les quantités qu'ils sollicitaient. En tout cas, ils ne sont pas nombreux de simples citoyens qui ont eu la chance d'obtenir ces grains de maïs. C'était du désordre tout simplement. Compte tenu des personnes privilégiées, ces habitants trouvent que cette campagne ne va rien résoudre au calvaire du citoyen lambda. Les gens se bousculaient beaucoup au moment où les policiers essayaient de les pousser vers l'arrière. Et pendant ce temps, une vieille dame s'est blessée au niveau de son visage. La distribution est vraiment inéquitable et il se remarque qu'en grande partie, ce sont des policiers qui ont obtenu une grande quantité. Et ce qui est plus sidérant, c'est que ces policiers ne résident pas ici. Les commerçants avaient envoyé certaines personnes pour venir récupérer plus de quantité de maïs et c'est ce maïs qu'ils vendront par la suite sur le marché au prix exorbitant de 2200 francs burundais, comme c'est le cas actuellement. C'est le favoritisme qui est mis en avant dans cette distribution. Malgré cette situation, le secrétaire permanent du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, Prosper Dodico, avait déclaré que seule la population pourra bénéficier de ces grains de maïs au cours de cette campagne. Il avait annoncé en date du 25 novembre courant et avait tenu à préciser que les commerçants seront servis après. La rédaction de la RPA a téléphoné Eric Naimera, administrateur de la commune de Rutana, pour recueillir sa réaction sur les grognes de la population, mais il n'a pas décroché. Merci à toi. Éloge Divin, les Méchas, les grands actionnaires de l'hôpital Kira dénoncent amèrement la spoliation des fonds et du matériel de cette infrastructure sanitaire. Dans une correspondance de ce 26 novembre 2022, ces principaux actionnaires ont demandé leur implication dans la gestion de cet hôpital. Maître Gustave Nyonzima, qui suit de près ce dossier, lance également un cri d'alarme. On l'écoute. Pour la seconde fois, les actionnaires majoritaires d'Okira Hospital, dont le président du conseil d'administration, Dr Jean-David Pirot, qui est mandataire de la société suisse Med International Limited, et M. Augustin Bazahicha, qui est représentant des actionnaires particuliers privés, administrateurs de la société Kira, ont adressé le 26 novembre 2022 une lettre à son excellence le président de la République pour dénoncer le pillage et la destruction d'Okira Hospital en lançant un cri d'alarme. Dans cette lettre, ces actionnaires majoritaires dénoncent le départ du personnel qualifié, la surfacturation de certains approvisionnements, des sorties de fonds inexpliquées vers des fournisseurs fictifs sans facturation pour des appareils technologiques et biomédicaux, soi-disant en panne, de laxisme généralisé à tous les niveaux de la direction, la signature des contrats à durée indéterminée par une direction intérimaire de facto qui est incompétente en la matière, une baisse d'activité et des recettes importantes, et surtout la confiscation de l'actionnaire Sokabu du rapport d'audit du 19 octobre 2022 qui a prouvé sans embâche qu'il y a eu la gestion saine de Kira Hospital au niveau des finances avant l'emprisonnement du docteur Christophe Sahar. Cet audit a été même confisqué et refusé d'être adressé à l'inspection générale de l'État qui est en train de faire parallèlement à notre audit. En fait, ces actionnaires demandent au président de la République en tant que magistrat suprême afin que les actionnaires majoritaires privés soient de nouveau associés à la gestion pour remédier au plus tôt à cette grave crise. Aussi, il demande l'intervention officielle de l'inspection générale de l'État pour constater et mettre fin à cette scandaleuse affaire qui s'aggrave depuis 8 mois. Ce
C'est toujours le journal. Parlons économie à présent. La pénurie du carburant, surtout de type essence, devient de plus en plus un mystère. Dans la capitale économique Bujumbura, toutes les stations-service de la société Interpétrol sont fermées depuis plus d'un mois. Des sources d'informations disent que l'autorisation d'importation a été octroyée à la société Prestige. Entre-temps, de longues files d'attente se remarquent devant des stations-service. Eric Nyonzima. Depuis que le président de la République est déclaré au mois de novembre qu'il prenait dans les mains la question de pénurie de carburant, la situation ne s'est améliorée que pour les 2 semaines suivantes. Aujourd'hui, la pénurie atteint le niveau de quelques mois avant où plusieurs véhicules se retrouvent devant des stations-service et sans espoir d'être servis. Depuis le mois d'octobre, toutes les stations-service de la société Interpétrol sont fermées. Certains des employés contactés craignent de perdre leurs emplois. Les sociétés qui s'approvisionnaient sur les bons de commande disent qu'elles ont été informées qu'elles devraient chercher d'autres stations où s'approvisionnent. Aujourd'hui, l'autorisation d'importation a été accordée à la société Prestige à côté de la société étatique Regideso. Certains habitants de la ville de Bujumbura contactés confirment toutefois qu'il y a un régime pour le gasoil. La pénurie du carburant dépasse l'entendement du moment que le directeur général de la Regideso ne cesse de dire que le carburant est disponible en quantité suffisante alors que les stations-service sont sèches. Au mois de mai, le gouvernement avait haussé les prix du litre à la pompe, soi-disant pour pallier à la pénurie. Sur quelques stations visitées, notamment les stations Kobir, en face de l'ambassade de France, Motangasi de la station située tout près de l'ancien PAF, la station Katikati, Mogaz de l'ex-marché central, il n'avait pas de l'essence. C'est la station en face du cafétéria, face à face, était en train de servir l'essence. Et en province Lumongue, le ticket de transport est passé du simple presque au double suite à cette pénurie du carburant. La population de Lumongue trouve que la promesse du président de la République n'a pas été tenue. L'édité avec Dani Claire, Ilatroumva. Depuis plus d'une semaine, l'essence est devenue rare en province de Lumongue. Une fois disponible, ce produit ne dure que le temps de l'arroser. Parmi les premières conséquences de cette pénurie de l'or noir figure notamment la hausse du prix du ticket de transport à plus de 50%, comme l'indique ce citoyen de Lumongue. C'est la pénurie du carburant de type essence qui se manifeste souvent. Les prix du ticket de transport ont été revus à la hausse. Le trajet qui coûtait 2500 francs coûte actuellement entre 3500 et 4000 francs. Cette pénurie se répercute aussi sur le prix de l'essence au marché noir. Pour le moment, 1,5 litre d'essence s'achète entre 17 000 et 20 000 francs burundais. La pénurie s'observe depuis la semaine passée. Une bouteille d'un litre et demi d'essence coûte entre 17 000 et 20 000 francs. La population de Lumongue trouve que la promesse du président de la République sur la fin de la pénurie du carburant n'a pas été tenue et exhorte surtout le gouvernement à trouver une solution à ce problème qui risque d'aggraver la pauvreté qui la talonne. Même si le président de la République avait tranquillisé, je trouve que sa promesse n'a duré que le temps de la rosée. Une fois le carburant disponible, c'est juste pour un laps de temps. Ceci se traduit d'ailleurs par certaines sociétés qui ont presque fermé. Je pense que le secteur du carburant traverse de graves problèmes. Nous demandons au gouvernement de trouver une solution pour que cette pénurie du carburant ne vienne aggraver la pauvreté qui gangrène la population. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé droits de l'homme sans transition. Un militant du CNL est incarcéré au cachot de la police au chef-lieu de la commune Nyamurenza depuis bientôt une semaine. La cause de cette détention, c'est une bagarre qui a opposé les militants du CNL à ceux du CNDD-FDD dans un bistrot mercredi dernier. Il y avait eu aussi des blessés. Émile Nibasumba. Le lendemain de la bagarre qui a causé 2 blessés dans un bistrot du chef-lieu de la commune Nyamurenza dans la nuit de mercredi, le militant du parti CNL, Gérard Bimenyimana, a été incarcéré pour avoir frappé à la tête avec une bouteille à Nimbonerakure, dénommé Eddie Claude. Cet habitant de Nyamurenza explique que Gérard Bimenyimana était en train de sauver son frère Nhakirutimana, surnommé Kavoko, qui était en train d'être tabassé par Eddie Claude. Edismas, le chef des Imbonerakure de la commune.
Les Imbonerakure n'ont pas voulu que ces membres du CNL prennent leur verre dans le même bistrot qu'eux. Ils leur ont alors demandé de quitter les lieux et ils ont refusé de sortir du bistrot. Ces Imbonerakure ont alors commencé à les passer à tabac. Ils piétinaient surtout un certain Hakirutimana, surnommé Kaboko, au niveau du thorax. Gérard Menimana a alors pris une bouteille et a frappé à la tête l'Imbonerakure Eddy Claude pour qu'il arrête de piétiner son frère. L'administrateur de la commune Nyamurenza confirme que ces militants du CNDD, FDD et du CNL en sont venus aux mains dans un bistrot. Césari Nizigimana signale aussi que c'est la police qui a fait soigner les blessés. L'administrateur de cette commune de la province Ngozi nous a également indiqué qu'elle envisageait de s'entretenir avec les responsables des ligues des jeunes des partis CNDD, FDD et CNL à Nyamurenza pour en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé. Certains habitants de la commune Nyamurenza, eux, demandent que la loi soit appliquée de la même manière pour tous les concernés, sans tenir compte de leurs appartenances politiques. Et dernier dossier de ce journal, les violences faites aux femmes sont multiples à l'endroit des femmes réfugiées au camp de Lusenda, République démocratique du Congo. Mis à part les violences faites au foyer, certaines femmes sont harcelées, violées et dérobées de tous leurs biens par des combattants maïmaï lorsqu'elles se rendent dans les activités champêtres en dehors du camp. Suivez plutôt un des réfugiés burundais du camp de Lusenda qui s'est confié à la RPA. Le camp des réfugiés burundais de Lusenda fait partie des milliers où les violences faites aux femmes sont multiples. Je peux les classer en 3 catégories. Premièrement, certaines femmes sont victimes de violences faites au foyer par leurs conjoints. Elles n'ont aucun droit sur les biens du foyer. Quand la famille reçoit une assistance de la part des femmes, par exemple, certains époux l'utilisent pour côtoyer leur maîtresse. Lorsque l'épouse tente de s'interposer à la volonté de son mari, elle est victime de toutes sortes d'agressions. La deuxième catégorie de violences faites aux femmes au camp de Lusenda est celle faite par des combattants maïmaï lorsqu'elles se rendent dans les champs. Elles sont souvent battues, violées par ces combattants et toutes les récoltes sont confisquées par les mêmes combattants. Elles ont abandonné tous les champs de haricots et de manioc à cause de ces combattants maïmaï qui les violentent. D'autres femmes sont forcées d'aller construire des camps pour ces combattants. C'est inimaginable. Les mêmes combattants font des mouvements de va-et-vient à l'intérieur du camp des réfugiés, comme s'ils étaient des agents de sécurité mandatés par le gouvernement congolais. Vraiment, les femmes du camp de Lusenda sont dans l'angoisse. Elles vivent le calvaire. Et les violences faites aux femmes au camp de réfugiés de Lusenda sont également signalées dans les structures sanitaires, notamment l'hôpital de référence de Nondou, où plusieurs femmes décèdent pendant l'accouchement suite à la négligence des infirmiers. Suivez encore une fois un des réfugiés burundais du camp de Lusenda. Les femmes victimes de violences faites à leur endroit sont nombreuses. L'hôpital de référence de Nondou dispose des chiffres des cas déjà identifiés. Le registre des victimes de violences faites aux femmes ici au camp de Lusenda est déjà plein. Je me rappelle d'une femme du village 15 qui a mis au monde un mort-né à cause de la méchanceté d'un infirmier. Il parlait en français, croyant que la patiente ne comprenait pas ce qu'il disait. Il a été abandonné jusqu'à ce que le bébé décède avant l'accouchement. On a fait recours à la césarienne, mais c'était trop tard. Le bébé était déjà mort. C'est vraiment horrible. Une autre femme du village numéro 1 a perdu la vie en cours de route lorsqu'il se rendait à l'hôpital de référence pour accoucher. Ils lui ont suggéré de prendre une moto arguant que l'ambulance n'était pas disponible. Imaginez-vous cette méchanceté d'obliger une femme qui va accoucher de prendre un taxi-moto. Elle est décédée en cours de route. C'est dommage. Je connais aussi deux femmes du site de Olinda qui sont mortes lors de l'accouchement suite à la négligence des infirmiers. Plusieurs femmes du camp de Lusenda ont par conséquent décidé d'arrêter de mettre au monde à cause de cette méchanceté des agents de santé. Et voilà, c'est par cette voix de ce réfugié burundais du camp de Lusenda que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également à toute l'équipe de la rédaction, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellente soirée chez vous.